Si vous voyez le setup, c'est indécent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Mid-Year Book Tag Something. J'ai oublié le nom, c'est pas grave. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Cornelius et bien d'autres s'en sont suivis. Mais je trouvais le concept intéressant de faire un petit bilan en fait qui regroupait les lectures que j'ai faites sur les 6 premiers mois de l'année. Donc là je sais qu'on est fin juillet, mais j'avoue que j'ai triché. De toute façon ce sera clairement le tag de la triche. Sachez-le, comme ça c'est acté. Voilà. Ouais, donc du coup pour pas trop tricher là-dessus, je vais m'arrêter en fait en juin du coup. Comme ça, les lectures que j'aurais faites en juillet, on le fera en décembre. Voilà, allez. On va commencer du coup en trichant, bien évidemment, puisque... Enfin après, tant mieux pour moi j'ai envie de vous dire, mais j'ai eu plusieurs coups de cœur depuis le début de l'année. Le premier du coup c'est le roman graphique In Waves de Ash Dungo. C'est un roman graphique qui est sur le thème du deuil et du surf. Donc c'est assez original, mais ça fonctionne très bien. Bonjour, on a un petit squattage juste là. Le choix des couleurs est vraiment extrêmement bien fait. On a du coup donc une première thématique bleue qui nous parle du récit en fait que l'auteur vit, puisque du coup c'est un récit qui est non fictif, donc ça lui est malheureusement arrivé. C'est la perte d'un être cher, la découverte du surf, et en parallèle on a du coup une thématique sépia qui nous raconte en fait l'histoire du surf, comment ça a évolué, d'où ça vient, quels ont été les acteurs clés, etc. Et moi qui adore le surf personnellement, j'ai trouvé ça hyper chouette d'avoir plus d'infos là-dessus, et ça permettait aussi de faire des petites pauses aérées en fait entre les moments de deuil qui sont quand même c'est dur parce que du coup on le vit avec lui, on découvre l'histoire et ouais c'est compliqué, et du coup ces petits moments d'interlude historique, ça permet de respirer, ça permet de nous recentrer, ça donne des petites bouffées d'air frais dans le livre. Et voilà, c'est vraiment hyper touchant, hyper juste, vraiment pas du tout dans le pathos. C'est trop bien. Le deuxième titre dont je voulais vous parler, c'est du coup une trilogie. Donc là, deuxième triche dans une triche. Écoutez, on n'est plus à ça près, j'ai envie de vous dire. J'avais commencé en vrai la saga l'année dernière, en fin d'année, donc en décembre. Donc est-ce que c'est triché ? Je pense même que je l'ai terminé en janvier, le premier. Il faudrait que je regarde sur Livre Addict, mais si je ne m'abuse, j'ai terminé en janvier. Donc ça, c'est pas si pire. Vous me l'accordez. Merci. Du coup, c'est la trilogie de La Terre Facturée. Il a beaucoup tourné aussi sur Booktube, tout le monde en parlait, ou en tout cas les personnes que moi je suis en parlaient beaucoup. C'est ce qui m'a donné envie de le lire, et ça a été un incroyable voyage. Je les ai littéralement dévorés. Pour l'histoire en soi, on parle du coup... Comment résumer ça ? Le premier livre, parce que clairement je vais pas vous spoiler les deux autres, surtout qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est une histoire qui est vraiment hyper originale, et moi personnellement j'avais jamais lu ça ailleurs, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est devenu un coup de cœur, parce que clairement c'est hyper atypique, mais si prenant. Enfin bref, du coup l'histoire, tout de même. On part sur des récits entrecoupés de 3 personnes différentes qu'on va suivre à travers le premier livre. La Terre est fracturée, comme le titre l'indique. Donc la Terre vit en sa période classique de temps à autre, et à certains moments dans son cycle, elle va vivre du coup une 5e saison. Cette 5e saison, ça va être l'hécatombe, littéralement. Des réchauffements, des pluies de cendres, des pluies d'acide, enfin ça va hyper loin. C'est vraiment une sorte de fin du monde en fait. Sauf que du coup, on a toujours un groupe d'individus, enfin plusieurs groupes d'individus qui tentent de survivre et qui ont l'habitude, parce que ça fait des décennies que ça s'est instauré. Et ces groupes tentent de survivre tant bien que mal, et on va voir ces 3 récits entremêlés qui vont suivre la vie de certaines personnes, puisque certaines personnes ont des capacités à manier, entre guillemets, je dirais, la Terre, à la sentir, comme si elles étaient vraiment connectées à la planète et à la Terre. Et ils ressentent en fait les secousses, puisque du coup il va y avoir des séismes, des choses comme ça. C'est hyper brouillon, mais je vous jure que c'est beaucoup plus clair. Alors, je concède que quand on commence, ça peut être une lecture qui semble
entre guillemets difficile, puisque c'est un univers auquel on n'a pas l'habitude. L'autrice ne nous prend pas du tout par la main. Alors bien évidemment, il faut suivre, mais on comprend. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas une lecture hyper simplifiée, et c'est aussi ça qui fait son charme, puisque au début on est complètement perdu, on sait pas où est-ce qu'on va, on sait pas où est-ce qu'on met les pieds. Mais une fois qu'on comprend et qu'on est happé et que l'univers se dessine et qu'on suit ces personnages dans leur périple, c'est incroyable. Et alors, on ne parle même pas du 2 et du 3. Je sais que le 2, il est hyper... pas critiqué, c'est un peu loin, mais généralement, les gens, c'est un tome 2, quoi. Bon, il y a un entre-deux, l'histoire est posée, mais on n'est pas encore sur la conclusion. Et bien, figurez-vous que c'est celui que j'ai lu le plus vite, et je pense que c'est celui que j'ai préféré. On a passé le 1, on a passé l'histoire est posée, on sait où est-ce qu'on est, on sait où est-ce qu'on va, on connaît les enjeux, et je trouve que c'est ça qui est bien, parce qu'on a toute cette latence, et en même temps, alors bien évidemment les personnages avancent, on n'est pas sur 500 pages de stagnation, pas du tout. Mais du coup, effectivement, l'autrice prend son temps, mais c'est d'autant plus prenant, puisque vraiment, on plonge encore plus dans l'univers, on plonge encore plus dans la découverte des pouvoirs des gens, la découverte des tribus, pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs histoires, etc. Donc vraiment, moi, le tome 2, le best pour moi. Donc cette trilogie, Forever dans mon cœur, trop bien, je vous la conseille de ouf. Next, et on est toujours à la première question. Great. Le troisième, toujours dans la triche, hein. Écoutez, on change pas une équipe qui gagne. Là, ça ira quand même beaucoup plus vite. C'est les 3 mangas sous le nom de Veil. On a le troisième qui est un petit peu tout seul, j'ai envie de vous dire, ce qui est sorti plus tard. Et on a les 2 premiers qui sont unis en... dans l'autre sens. Unis en un seul, qui représente du coup une scène. L'histoire, c'est une jeune femme, donc... celle-ci, qui a toujours les yeux fermés, et ce monsieur, qui est un gendarme, et qui vont se rencontrer dans la rue, et va s'instaurer du coup un quotidien entre eux, qui va être vraiment hyper doux, hyper tendre, et ça va être juste des petites scénettes en fait, qu'on va suivre avec eux. Ce qui est hyper beau, c'est qu'en fait les planches sont toutes de couleurs, et on a des très belles images entre les petites scénettes. Il y a un petit côté rétro qui est juste incroyable. Enfin, franchement, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Ces mangas, je les ai lus les 2 premiers, du coup, je les ai reçus ensemble et je les ai lus en espèce de 2 heures, je pense. C'était incroyable. Et le troisième suit la tendance. Hein. Ils sont vraiment hyper chouettes. Si vous voulez des petites scénettes de vie qui sont hyper mignonnes, très, très belles dans l'esthétisme, allez sur ce manga-là. Pour cette catégorie-ci, non sans surprise, je pense, puisque tout le monde en parle et reparle, peut-être un petit peu moins maintenant, mais ça a été quand même une saga qui a été vraiment très médiatisée. C'est bien évidemment la saga de Anne. Donc pour ma part, c'est les 2 tomes que j'ai lus cette année, qui sont sortis cette année, que je suis assidûment, puisque je les trouve... déjà extrêmement beau, hein, visuellement parlant, on va pas se mentir, mais aussi l'histoire est trop kiki, quoi. Enfin, vraiment suivre la vie de Anne, qui est une femme à ce jour, puisque maintenant elle est une femme dans les livres, qui est une femme vraiment incroyable. J'adore. C'est vraiment un récit, et des récits dans lesquels je me plonge avec bonheur. C'est vraiment une petite bouffée d'air, et je pense que tout le monde en a déjà parlé extrêmement mieux que moi, mais je vous le conseille à 100% si vous n'avez pas encore commencé. C'est des objets livres qui sont incroyables, et l'histoire est vraiment hyper prenante, toute douce. On découvre Anne quand elle est à son plus jeune âge. Elle est orpheline, elle va se retrouver dans une famille qui de base ne voulait pas d'elle, puisqu'il voulait un garçon pour l'aider. Et on va suivre son périple, tout le monde va s'attacher à elle parce qu'elle a une personnalité hyper attachante, bien que très exacerbée, mais tout de même, je vous conseille vraiment de le découvrir. Je pense que vous savez, quoi qu'il arrive, de quoi ça s'agit, mais si ce n'est pas le cas... Pour cette question, autant vous dire que j'attends pas avec impatience. Je pense que ce serait un peu trop poussé de parler d'impatience, mais du coup c'est une saga en fait que j'avais déjà commencé il y a quelques temps, et je pense que quand le tome 3 sera disponible, normalement il était censé être disponible le 26 juin si je ne m'abuse, sauf que je pense qu'avec tous les problèmes de papier, etc., je suppose, hein, j'avoue que j'ai pas cherché outre mesure, puisque comme je vous le disais, j'attends pas ça bon voilà. Il s'agit du 3e tome de Nevernight. Nevernight, du coup... Attendez que je me rappelle l'histoire.
Ok. Nevernight, c'est l'histoire d'une assassin qui me semble va être formée dans une école. Mais en gros, si je me rappelle bien, ça va être... on a du coup deux... Oh boy, attendez. On a une religion en fait qui règne entre guillemets sur le royaume. Cette religion, elle est prônée par le soleil, etc. Donc tout ce qui est vraiment lumineux. Et de l'autre côté, on a une déesse, donc la déesse de la nuit, il me semble. Et on a tout un pan de la communauté qui existe dans le livre qui est dévouée à cette déesse. Dans ce pan de personnes, nous avons un clan d'assassins qui sont réputés pour être les meilleurs assassins du royaume. Donc on va suivre dans le premier tome notre héroïne qui va être formée dans cette école avec du coup les meilleurs assassins et tout l'enjeu politique du royaume, de pourquoi est-ce qu'on en est là, qu'est-ce qui s'est passé. Elle cherche à se venger puisque sa famille a été décimée et du coup son père a été exécuté. Elle veut se venger des gens de la lumière, entre guillemets, donc des religieux qui règnent sur le royaume. Je sais pas si j'ai bien résumé, mais en gros voilà, donc j'attends le tome 3 qui signera la fin de cette saga. Donc vu que j'ai commencé, j'ai lu le premier tome et le deuxième tome, donc j'attends le tome 3 pour terminer, mais après c'est pas, comme je vous le disais, c'est pas un coup de cœur du tout même. J'aime bien, voilà, c'est une petite lecture, ma foi, c'est pas petit, mais bref, vous avez compris. Ensuite, alors là pour le coup, effectivement cette sortie je l'attends vraiment avec impatience et ça va, je rejoins Cornelius, le premier à qui j'ai vu ce tag, c'est La Maison des Feuilles. C'est un livre à ce jour qui n'est plus édité et qui est trouvable nulle part. La première fois que j'en ai entendu parler c'était Y Penser qui en avait parlé en disant que c'était son livre préféré et forcément ça m'a interpellée, j'ai fait mes recherches et ça a l'air juste incroyable. C'est encore une fois comme Anne de Green Gables, La Maison, Monsieur La Toussaint l'Ouverture qui est une maison d'édition qui est incroyable et qui fait des choses trop belles et hyper intéressantes. J'attends trop la réédition de ce tome. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle va sortir à ce jour. Je sais que j'ai l'info sur Instagram. Si vous suivez le compte de Monsieur Toussaint l'Ouverture, ils ont déjà communiqué dessus, donc c'est en cours de route. Donc j'ai trop hâte d'avoir l'info et de pouvoir le posséder et le lire. Et on passe maintenant au sujet qui fâche. Je suis vraiment désolée, peut-être que certaines personnes vont être complètement en désaccord avec ce que je vais dire, je pense même, puisque là encore je vais tricher, j'ai 2 livres à vous présenter, mais c'est vraiment, dont un abandon. Donc pour que j'abandonne des livres, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, pour que j'abandonne des livres, il faut vraiment y aller. Et là pour le coup, non, c'était vraiment pas possible. On va commencer par celui-ci, comme ça ce sera fait. Je vous parle de La 9e maison de Leif Bardugo. Pas du tout. Vraiment, pas du tout. Ce livre, ça a été... franchement, je vous jure que j'ai essayé. Je ne sais plus à quelle page je me suis arrêtée. J'ai fait pour sûr plus de la moitié. Donc j'ai quand même essayé de donner sa chance à ce livre. Tout le monde disait qu'il fallait vraiment pousser un petit peu la lecture pour être pris dans le récit. Non, je vais vous dire d'abord de quoi ça parle, si pour ceux qui ne connaissent pas sur un malentendu, bien que je ne peux pas pousser puisque ça m'a saoulé, j'ai arrêté. C'est Alex, rien que d'en reparler ça m'énerve. Ce perso là. Donc Alex qui fait partie du campus, donc on est sur un campus un peu type université américaine puisqu'on a des sororités. Pas du tout, on a des sororités, des fraternités, bon bref, des machins oméga, tout ça là. Et donc nous avons la 9e maison qui est ici pour veiller à ce que tous les trucs magiques se passent bien. Voilà, nous avons des fantômes qui se baladent, un mec qui a disparu, une protagoniste ultra chiante, puisque elle est perdue, puisque son pouvoir, puisque gna gna gna, et moi je suis triste et en colère, et du coup, blou blou blou. Oh non, vraiment... Oh, ce livre, ça a été non merci. Je l'ai abandonné en fait parce que vraiment je trouvais que ça tournait en rond. En plus, le seul perso que j'aimais bien, il se barre en fait, il a disparu hyper
apparemment il y a longtemps. On commence avec une scène où, je vous spoil rien parce que de toute façon j'ai pas fini le livre, c'est vraiment dans le début du livre, on a une scène où Alex justement se retrouve blessé et cloîtré dans un lieu de refuge. À la moitié du livre, on sait toujours pas ce qui s'est passé, et en plus on alterne en fait, il me semble, un chapitre sur deux avec ce qui se passe dans le passé et ce qui se passe dans le présent, avec une histoire de meurtre à résoudre qui sort pour moi de nulle part. Alors après peut-être que j'ai pas lu la suite, mais au vu de l'avancement, bien évidemment qu'il y aura un lien, sinon ça sort pas de nulle part, j'exagère. Mais avec des histoires du coup de magie, de fantômes, de un petit semblant d'horreur. J'ai continué, j'ai essayé, on sait toujours pas ce qui se passe. Je trouve qu'on tourne en rond, on n'avance pas. Il y a je n'adhère pas à l'histoire, je n'adhère pas à l'univers. Les fantômes, je comprends pas pourquoi ils sont chelous. Ah, et Alex, elle est chiante. Oh là là. Alors oui, certes, elle a vécu des choses qui n'ont pas l'air simples dans sa vie, mais vraiment, oh là là, non, non. Non. Allez, je le repose. Ah si, juste, je voulais rajouter quelque chose au passage sur le fait que pourquoi je l'ai abandonné. Franchement, à la moitié du livre, j'en pouvais vraiment plus. Je me suis dit, ok, si tout le monde dit qu'il faut s'accrocher, etc., peut-être que c'est parce que ça vaut vraiment le coup et qu'à la fin du livre, il va se passer quelque chose. Ok, soit. J'ai regardé la fin du livre. J'ai lu un petit peu ce qui se passait à la fin. J'avais l'impression de lire exactement la même chose de là où j'en étais. Allez. Ensuite, un livre que cette fois-ci j'ai terminé mais qui est toujours une déception, et je suis désolée parce que tout le monde m'en avait dit du bien, c'est La Belle Sauvage de Philippe Pullman, qui prend place dans l'univers de la trilogie de la poussière que j'avais lu quand j'étais bien plus jeune que je le suis aujourd'hui. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque, en tout cas, je pense, dans mes souvenirs, j'aime toujours beaucoup cette saga. Du coup, je me suis dit, mais allons-y gaiement. Cette belle édition en plus, ce livre est très beau, on va pas se mentir. Du coup, je me suis dit, go. Et mon Dieu, je suis allée jusqu'au bout pour savoir la finalité de l'histoire. Donc je me suis vraiment accrochée, mais clairement je ne lirai pas la suite malheureusement parce que ça ne l'a pas du tout fait pour moi. Je trouve qu'il y a des violences dans ce livre qui n'ont pas lieu d'être et qui sont gratuites. L'histoire, je comprends en fait, mais j'accroche pas. Voilà, j'ai pas accroché, j'ai beaucoup aimé le personnage de... J'ai déjà oublié son prénom, Bichette. Comment il s'appelle ? De Malcolm, voilà. J'ai bien aimé le personnage de Malcolm et je pense que c'est ça qui m'a fait tenir en fait jusqu'au bout. Mais voilà, tout ce périple... Il y a des questions qui ont été soulevées qui m'ont plu, mais vraiment le récit en soi, où est-ce que ça nous mène ? Il y a des persos que j'ai pas du tout aimé. L'antagoniste, clairement, pour moi, c'était trop en fait. Genre vraiment, c'était trop. Il y a comme je vous le disais, il y a vraiment des violences qui sont faites qui, moi, ne sont pas du tout passées. Et pour moi, c'est un non. Je m'arrête là, clairement. J'ai lu jusqu'au bout, mais c'est pas possible. Alors, forcément, dans mes coups de cœur, en fait, que je vous ai présentés, Veil et In Waves, je m'y attendais pas du tout. Donc pour moi, ça a été une surprise, mais je vais pas vous les représenter une énième fois, ce serait un peu redondant. Une autre surprise auquel je ne m'attendais pas, je sais pas où je l'ai mis autour de moi. Attendez, je le cherche. J'ai perdu. Ah non, il est là. Donc ouais, une surprise auquel je ne m'attendais pas, puisqu'en fait, je ne comptais pas le lire. C'est... Yes, on recommence. C'est l'édition de Naruto, mais Naruto Hokage. Donc vous voyez qu'il est plus grand que les mangas classiques. Alors je vous explique les bails avec les mangas pour ma part. J'aime beaucoup ça, j'ai découvert ça en étant adulte. Il faut dire ce qui est, j'en regardais vraiment très peu quand j'étais petite. Et c'est ma meilleure amie qui est une fan de manga incroyable, qui va d'ailleurs bientôt ouvrir sa chaîne, à ce qui paraît. Ouh là là qui du coup m'a dit que Naruto sortait en version Hokage, donc une édition qui est autre que les petits mangas. Oui, pardon, je m'embrouille. En fait, je n'aime pas du tout le format des petits mangas. Je trouve ça pas beau. Je n'aime pas, visuellement parlant, ce que ça rend dans une bibliothèque. Du coup, je n'achète pas ces types de mangas.
J'adore Naruto. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait aimer les mangas et ce pourquoi je continue de regarder à ce jour. Bien que j'ai découvert Naruto vraiment très tard comparé à tout le reste de la population française. Mais bon, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Donc bien évidemment, j'ai adoré Naruto, hein, ça a été incroyable et j'aurais adoré le lire aussi. Sauf que du coup, il n'existait que en ces petits formats et autant vous dire que je ne sais combien il y a de tomes, mais beaucoup trop pour moi. Et quand j'ai vu, du coup ma meilleure amie m'a dit qu'il sortait ses éditions Hokage et ça a été vraiment une super découverte parce que j'étais trop contente d'avoir enfin l'occasion de les lire et de les collectionner dans ma bibliothèque. Alors après j'avoue que je m'attendais au vu du monument qu'est Naruto à une édition qui soit un petit peu plus poussée, mais ce qui est hyper chouette c'est que c'est une édition vraiment spéciale française, que ça n'existe pas du coup au Japon. Il y a quand même des petits trucs sympas, voilà, on a des petites illustrations. C'est 2 tomes du coup qui sont réunis en un seul et le format est pour ma part beaucoup plus agréable que les petits poches moches et chiants qu'on a d'habitude. Donc voilà, pour moi, trop bonne surprise la sortie de Naruto Hokage. Je vais continuer bien évidemment de les lire et du coup de les acheter et trop contente d'avoir Naruto dans ma bibliothèque. Voilà. Pour ce qui est de mon auteur préféré de cette année, je pense que, sans grande surprise entre guillemets, je vais rester sur N.K. Jemisin, puisque vraiment sa plume a été un coup de cœur au-delà de l'histoire. J'ai même racheté 2 autres de ses livres, entre-temps que j'ai toujours pas commencé malheureusement, mais que bien évidemment je vais faire. Et c'est une autrice que je vais vraiment suivre de près, puisque vraiment l'univers qu'elle a créé autour de la Terre fracturée, ça a été pour moi vraiment incroyable et c'est vraiment je pense qu'elle a vraiment beaucoup de potentiel dans son imaginaire et dans sa façon d'écrire. Elle a vraiment cette façon de faire qui nous perd mais avec tout qui s'entrecoupe et ensuite on fait le lien nous-mêmes et c'est vraiment des lectures qui sont hyper prenantes et qui nous prennent vraiment et dans lesquelles on est vraiment plongé en fait. Genre quand j'arrêtais de lire La Terre fracturée, quand je posais mon livre, j'avais toujours l'univers qui faisait partie de moi et je réfléchissais et ça faisait vraiment partie de moi parce que du coup il y avait tous ces petits rouages qu'elle avait mis côte à côte que nous on imbriquait en fait au fur et à mesure et je trouve que c'était extrêmement bien tissé et bien évidemment si elle a réussi à faire ça dans cette saga-ci, dans cette trilogie-ci, je pense qu'elle est capable de le faire dans ses autres livres et j'ai vraiment hâte de la découvrir dans les 2 autres romans que j'ai achetés puisque je suis persuadée que ça va être trop bien et voilà, donc je pense que vraiment ça fait partie des autrices que je vais suivre et du coup de ma préférée de ce début d'année. Alors cette question, elle m'a posé quelques difficultés puisque je suis pas trop du genre à avoir vraiment des crushs ou des persos en tout cas cette année j'ai pas trouvé, mais j'ai pas trouvé cette année. Donc du coup, toujours Joe Latriche, hein, on va rester dans le thème. Un de mes romans préférés qui est sorti en roman graphique, donc j'ai été ravie, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Pour vous résumer, La Servante écarlate, c'est l'histoire d'un monde réduit presque à l'esclavagisme des femmes en fait. Les servantes écarlates vont être accréditées à des familles avec un chef de famille bien évidemment homme, avec une femme qui était bien placée dans l'autre monde ou qui avait du succès ou autre. Et du coup on a les servantes écarlates qui elles sont là puisque c'est les seules qui sont encore fertiles dans le monde qui existe. Et elles vont être considérées comme reproductrices de leur famille. On va évoluer dans ce monde-là avec Defred, d'où le personnage Pref, la jonction avec la question. On va évoluer avec Defred qui du coup est affilié à sa famille. On va la suivre dans son quotidien vraiment et on va la suivre dans les péripéties qui vont l'amener peut-être à autre chose. Pour la faire courte, j'étais trop contente du coup ce livre sorte en graphique mais pour moi ça n'arrive pas à la cheville du roman en fait. Vraiment, alors oui on a l'ambiance et oui on comprend l'histoire mais ça reste un roman condensé en fait malgré tout. Même si les illustrations sont hyper parlantes et c'est clair, mais en fait ce que j'ai vraiment adoré et je pense qui fait que c'est un de mes livres préférés, c'est que Margaret Atwood, bon déjà elle a une plume incroyable et en plus on a l'impression,
Quand j'ai lu, j'avais vraiment cette sensation de latence et de lenteur, mais qui était tellement prenante, et c'était ça qui était incroyable. Je vivais à travers des traits de sa vie, son histoire, sa détresse, tout en posant un cadre déjà très strict, mais très réducteur en fait, puisqu'au final, il ne se passe pas des péripéties incroyables. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des dragons, il n'y a pas de... C'est juste l'histoire de ces meufs qui essayent de s'en sortir en fait, concrètement, très grossièrement hein, bien évidemment, mais... Et cette plume était si prenante et si lourde et si grave, et c'était fou, et ça j'avoue que je l'ai pas retrouvé dans le roman graphique malheureusement. Je regrette pas parce que je suis toujours contente d'avoir cette version-ci d'un de mes livres préférés, mais tout de même, si je vous le conseillais quelque chose, ce serait de vous diriger vers le roman et non pas le roman graphique. Si vous êtes pas novice dans la lecture, si vous êtes novice dans la lecture, c'est un excellent moyen de vous permettre de découvrir des classiques de la littérature, on est bien d'accord, si vous le souhaitez. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Mais en tous les cas, si vous n'êtes pas novice et que vous aimez les romans et que c'est facile pour vous de lire, tout simplement, je vous conseille vraiment de lire le roman, de découvrir ce personnage qui est incroyable, auquel on peut s'identifier si facilement, mais qui vit des choses qui sont terribles. Et vraiment, pour sa force d'esprit, pour sa résilience, La Servante écarlate. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je parle déjà, je suis désolée. Alors bien évidemment, un livre qui m'a fait pleurer, je ne vais pas vous le représenter, mais vous vous doutez que la thématique du deuil, c'est pas très joyeux. Donc In Waves, bien évidemment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est évident, ça c'est dit. Un autre livre qui m'a fait pleurer, c'est Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. C'est un roman graphique. Dans Carbone et Silicium, on parle de deux intelligences artificielles qui ont été mises dans des corps robotisés et qui vont évoluer dans une société bien plus futuriste que la nôtre. Je ne sais plus en quelle année ça se passe, on ne le dit pas, mais qui se passe dans une société qui est bien plus avancée et bien plus lointaine que 2022. Je ne sais pas quand, mais bon, une société dans laquelle on est capable de créer des intelligences artificielles et de les foutre dans des corps. Dites-vous ça comme ça. On suit ces deux personnages qui vont évoluer, qui vont essayer de se dépaître de leurs émotions, qu'ils ne comprennent pas face à un monde auxquels ils ont un accès illimité, puisque ça reste des intelligences artificielles. Du coup, ils vont être confrontés à tout ce savoir, confrontés au non-sens humain, clairement, c'est ça, hein, qui les poursuit, c'est un fait, existe. Et ils vont essayer de comprendre, ils vont essayer de faire avec leurs émotions, ils vont essayer de survivre et de vivre dans ce monde-là. Et du coup, c'est vraiment hyper touchant, puisque ça nous met face à la détresse de la Terre, face à la détresse humaine, face à la perversion humaine, face à tous les travers auxquels les gens peuvent être confrontés et qui existent malheureusement déjà de nos jours. Et vraiment, c'était pas violent, mais ça fait mal en fait de constater que oui, c'est ça. C'est ça l'humanité en fait. Et c'est dur. C'est dur. On arrive à l'avant-dernière question. Courage les gars, on est bientôt au bout. Bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler de ce superbe livre qui est Harry Potter à l'école des sorciers, le premier de Mina Lima, si je ne m'abuse, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Graphisme et illustration de Mina Lima, qui sont deux personnes bien distinctes, mais qui travaillent ensemble pour créer cet objet-livre qui est incroyable, pour cette histoire qui est super, ma foi. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous résumer Harry Potter, hein, tout de même. Mais du coup, c'est un livre effectivement qui m'a rendue heureuse, puisque c'était dans une période de l'année où j'étais pas vraiment hyper joie, dirons-nous. Donc ça m'a fait le plus grand bien de me replonger dans une histoire que j'aime beaucoup, parce qu'Harry Potter, j'aime beaucoup cette histoire, de découvrir toutes les illustrations, les petits éléments pop-up, toutes les petites machineries qui ont été mises en place dans le livre, c'était hyper chouette. Donc voilà, ça m'a fait du bien dans une période où j'étais pas forcément au top de ma forme. Et on arrive enfin à la dernière question de ce tag.
Les plus beaux livres que j'ai acquéris cette année, donc bien évidemment on ne va pas reparler de Harry Potter, mais ça me paraît évident qu'il en fait partie. Bien que Veil aussi, et Anne aussi, et c'est tous des très beaux livres, Une Wave aussi. Mais du coup, pour changer et pour vous présenter d'autres livres, je vais vous parler de les 2 premiers tomes de Blackwater, qui est du coup encore de chez Monsieur Toussaint Louverture et écrit par Michael McDowell. Donc là, c'est les 2 premiers. C'était une saga qui qui a commencé en avril, il me semble, et en fait, il postait, n'importe quoi. Il sortait un livre en format poche toutes les 2 semaines. Donc ça nous permettait de pouvoir suivre la saga de façon hyper rapide et de pas attendre longtemps. Donc vraiment sous format feuilleton, en fait, comme d'antan, j'ai envie de vous dire. Donc c'est hyper chouette. Et je les ai choisis puisque je trouve que de nos jours, le travail sur les poches sont plutôt rares, mine de rien. Et là, du coup, c'était vraiment l'occasion de vous les montrer puisque, alors je les ai pas lus, donc je peux pas trop vous dire de quoi ça s'agit et je vous avoue que j'ai pas trop envie de relire le résumé puisque j'aime bien ne pas trop en savoir et découvrir au fur et à mesure de ma lecture. Il me semble que dans ce premier tome, on va suivre dans toute la saga, ça va être autour d'une famille, si je ne m'abuse, je ne connais pas encore le nom. Ça va être sous couvert de fantastique, un petit peu, je crois. Ils vont du coup avoir une période de crue au niveau de leur village avec une montée des eaux, et quand les eaux vont se retirer, ils vont découvrir une femme qui est encore vivante, il me semble, dont ils ne savent rien. Et du coup, cette femme va rester au village et il va se passer autour des choses. Je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas lu, je ne sais pas la suite. Mais à ce que j'ai compris, il s'agit de ça. Donc j'ai les 2 premiers tomes, je n'ai pas encore la suite, il me semble qu'il y en a 6 au total. J'attends quand même de commencer la saga pour être sûre, pour pouvoir acheter la suite. Mais en tout cas, je trouve que le travail éditorial sur des formats poches est quand même incroyable. Enfin, regardez. Il y a des dorures, le dos, c'est la même chose, hein. C'est vraiment magnifique. Je trouve vraiment que c'est des livres qui sont magnifiques. Comme toujours, de toute façon, Toussaint Louverture fait un travail de dingue, un travail éditorial incroyable. Donc merci pour ça. Et écoutez, je vous en reparlerai de toute façon quand je commencerai à les lire. Mais en tout cas, ce sont, je pense, les livres les plus beaux en poche que j'ai acquis. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, nous avons réussi, on a été jusqu'au bout de ce tag. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a potentiellement inspiré pour de prochaines lectures. Dites-moi si on a peut-être des livres en commun, peut-être que vous ne les passeriez pas dans les mêmes catégories que moi. Je suis désolée pour l'affront de La Belle Sauvage et de La 9e Maison si vous avez aimé, ce n'est que mon humble avis. Si vous c'est des coups de cœur, eh bien j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous, puisqu'il en faut pour tout le monde quoi qu'il arrive. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures. Et puis on se retrouve très bientôt. Bisous!